les autres qui travaillent. Je suis serein, je sais ce que je fais, je sais ce que je n'ai pas fait. Donc, ceux qui sont dans la torture absolue pour me causer des problèmes, je pense que ce sont eux qui traversent ces solutions. Et ça risque d'ensemble de s'empirer pour eux. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. Le temps pour nous de signaler aux auditeurs que nous avons retenu pour cet échange pratiquement à 3 centres d'intérêt, la crise anglophone, l'élection présidentielle de 2018 et cette affaire qui vous oppose à votre sœur cadette. Alors, et pour nous accompagner ce matin, René Mvé est aux commandes techniques, Baby Boni s'occupe de la réalisation, Grégoire Mbidantana à la supervision générale, Jules Lobo, je suis à ces micros de présentation. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La nouvelle de MFM. Une nouvelle forme de liberté sur votre radio FM. Voilà, retour dans ce studio 696 25 83 56, code d'accès sur cette antenne pour toutes vos questions. Uniquement des questions, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont des questions pour notre invité ce matin, vous voudrez bien former le 696 25 83 56, code d'accès sur cette antenne ce matin. Notre invité, je l'ai dit, c'est Maître Akeremouna. Alors, Maître, on va commencer. Tout de suite, on commence par la dernière actualité. Je le disais tantôt, vous avez fait une sortie médiatique hier pour parler d'une affaire qui vous oppose à votre sœur cadette. C'est dans le cadre de la succession de votre papa Salomon Tandé-Mouna. Ouais. Alors, en quoi cette affaire, parce qu'on a écouté quand même vos déclarations hier, en quoi cette affaire prend-elle une tournure politique? Je préfère ne pas dire que ça m'oppose à ma sœur, c'est une affaire de famille. Parce qu'en fait, elle se trouve dans un camp et le reste de la famille dans l'autre. C'est dommage qu'on puisse en arriver là. Pour l'historique, mon père est décédé le 2 janvier 2002 et le mois de juillet 2002, nous sommes allés au tribunal de premier degré de Douala et on a obtenu donc une indemnité. Cela, on l'a fait, avant cela, on a tenu une autre famille présidée par mon frère aîné qui est décédé lui en 2009. On a tenu une autre famille tout le monde était présent et on a signé un PV. Et en fait, vous avez remarqué que c'est rare de voir une succession se constituer au tribunal pour faire une indemnité quelques mois seulement après le décès de mon père. Mais on l'a fait parce que ma sœur avait des urgences. Le directeur de l'affaire avait le marché, il fallait donc financer cela. Et on ne pouvait pas utiliser, n'est-ce pas, le vœu que je voulais utiliser comme caution ou garantie. Donc c'est elle qui fait accélérer les choses. Bien justement, mais parce que bon, les vœux étaient mon papa. Donc on ne pouvait pas l'utiliser sans qu'il y ait un jugement. Donc ce qui se passe, c'est que donc on demande à un avocat ou à la maître Mouvet qui s'occupe du dossier rapidement. On a obtenu le jugement d'hérité qu'on lui a remis. Elle est partie, c'est une banque qui était à Parmelda, elle a remis le document à la banque a dit non, il faudrait que le jugement soit définitif. Elle revient donc à Douala, voir Mouvet, et on signifie à tout le monde, à elle-même qui était dans une phase, et puis on attend un mois pour que le délai d'appel, n'est-ce pas, s'épuise. Et puis, un mois, 2 jours après, elle revient, elle demande le jugement définitif, donc elle m'envoie à la banque, et puis fait la transaction. Moi, je n'ai plus entendu parler de cette affaire jusqu'en 2009-2010, parce qu'elle m'envoie un document pour dire qu'elle est harcelée par la banque. Je dis qu'est-ce qui se passe, elle dit qu'on laisse le crédit, et je ne sais pas ce qui se passe et tout. Et quand j'approche la banque, je découvre que la dette n'avait jamais été payée. J'étais un peu surpris parce que c'est une affaire de la famille d'autoriser
cette façon de faire, c'est parce qu'il nous avait vendu une attestation de virement irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait eu l'engagement à la banque que tout ce qui venait en paiement de ce marché-là va aller directement du trésor public à la banque. Avec un nombre de dossiers que la banque avait, il savait donc qu'elle avait donc soutiré cette AVI et avait touché l'argent directement au trésor. Donc ça veut dire que la banque n'a pas pu entrer dans les fonds. Et je me suis mis dans ma négociation parce que vous savez très bien, quand on va en pays, vous allez voir comment les gens sont détournés l'argent parce que c'est une monnaie importante qui commande certaines. Il faut être de bonne foi et tout. Donc si on détruit ça parce qu'on va aller par derrière et tirer ce truc, ça cause de problèmes. Donc finalement, pour faire court, je me mets donc à négocier avec la banque et puis on a une entente. Et là, à cette époque-là, je signe ce document parce qu'en 2009, mon frère était décédé, on a fait notre réunion de famille. Je suis passé donc administrateur de la succession. Donc 16 ans après, donc, à cette période-ci, elle prétend qu'elle n'a jamais su qu'il y avait un jugement, elle ne connaissait rien, absolument rien et tout. Et donc, heureusement qu'il y avait cette phase financière à laquelle le jugement lui était important. Donc, on a pu démontrer clairement que bon, elle avait connaissance. Elle est donc partie, elle a fait trois procédures. La première qu'elle avait engagée sur une première ouverture de succession, ici à Yaoundé. La deuxième qu'elle a fait, c'est une citation directe contre moi personnellement, qui repasse à Yaoundé sur le 6 juin. Et le troisième, donc, c'est à Douala une requête civile tendant à annuler le jugement. Je prétexte qu'elle n'était pas au courant ou c'était obtenu en fraude. Soit, on a donc eu l'instance de Douala où, malgré le fait qu'on a montré au président toutes les pièces pour indiquer clairement que ce jugement-là, elle était au courant pour en avoir faire usage. Le président va suspendre l'audience sous prétexte qu'il va aller faire ses besoins, mais on va nous apprendre au greffe que, par contre, il est parti téléphoner. Il revient donc de façon assez fugueuse, il renvoie à 2 jours et puis il tranche pour dire que non, il annule le jugement et lui-même il est compétent parce qu'il y a un autre tribunal à Yaoundé qui va trancher. Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que une affaire aussi importante. On est 5 dans la famille maintenant, par la grâce de Dieu. Il y a mon frère aîné Wally qui est hors du pays et qui est en traitement. Bernard, qui est le chef de famille, qui est là. Mon frère Georges qui ne pouvait pas être là. Donc en 2 semaines, on tranche une affaire en présence de 2 membres de la famille et les 3 autres sans les entendre. Et de 2 semaines, n'est-ce pas, on a tranché un truc aussi compliqué, rapidement, à la va-vite. Mais on a fait appel, ce qui suspend l'effet de cette supercherie. Et là, maintenant, on attend le 26 où je suis seul, n'est-ce pas, cité pour faux. C'est intéressant, vous allez comprendre, qu'on est à 7 dans une réunion, et bizarrement, le faussaire, c'est moi. Et le faussaire qui n'a rien à gagner. C'est-à-dire qu'en 2002, 2 personnes profitent de ce jugement. Mon frère qui est désigné administrateur provisoire et ma soeur qui obtient un crédit après ce jugement. Allez donc savoir. Alors, vous pensez donc que votre sœur peut s'élever du jour au lendemain et puis vous accuser de vous qualifier de faussaire alors que vous n'avez rien fait? C'est une question qu'il faudra poser, mais je me demande comment, après 16 ans durant, n'est-ce pas, c'est maintenant qu'elle se réveille et elle veut faire croire aux Camerounais que pour une famille comme la nôtre, on va tourner pendant 16 ans sans un document légal sur l'héritage de mon père. C'est quand même ridicule. Donc, elle parle d'un problème de signature. Oui, justement. Qui ont été falsifiés. Oui, justement. Écoute, ceux qui étaient à la conférence de presse, on a sorti 5 documents où on les signe différemment. Vous savez, vous êtes quelqu'un qui sûrement a vu ces gens qui signent à chaque fois une autre signature. Et tous les 5 documents qu'on avait avaient une autre signature. Il y a des gens qui écrivent farfelu sur un chèque pour que le chèque revienne avec une signature non conforme. Donc vraiment, il n'y a pas une histoire de faux, peut-être une histoire de conformité, mais là, 5 fois signé de façon différente.
Donc dire que c'est un faux de toutes les façons, j'aurais fait un faux pour qu'elle prenne de l'argent. C'est absolument ridicule. Alors, 2018, cette affaire, on en parle. Vous-même, vous avez choisi ce moment pour en parler. Dans vos déclarations, vous accusez la justice, vous accusez l'État, vous accusez la justice. Je n'accuse pas l'État. J'accuse la manipulation de notre système judiciaire. Vous savez, Jules, la Banque mondiale et tous les autres institutions internationales, même les investisseurs du monde entier disent que le plus grand problème au Cameroun, c'est l'insécurité judiciaire. Dites-vous bien, je suis devant un instance de droit, de justice, d'équité. Et je donne les documents pour montrer que quelqu'un était au courant de quelque chose. Des preuves indépendantes, des preuves déposées par elle-même. Et le président du tribunal dit que non, la personne n'est pas au courant. Ce n'est pas la justice, ça. Si vous êtes un homme d'affaires, vous prenez vos affaires, vous partez. Donc ceux qui pensent qu'ils s'attaquent à moi, mais ils s'attaquent à tout le pays. Et c'est grave, parce qu'à ce moment donné... Donc il y a quelqu'un qui en veut à mettre à Kérémou. Je ne sais pas si quelqu'un seulement qui n'aime pas le pays. La justice n'est pas moi. Je suis peut-être un citoyen qui attend, n'est-ce pas, à être jugé, n'est-ce pas, dans un état de droit, mais ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire agir contre moi, pas du tout. Ils disent, moi je viendrai comme toi, on vient, on part. Et nos institutions restent. Et ceux qui veulent détruire nos institutions, mais tant pis. Mais pour dire clairement, je note seulement ceci. Si je suis condamné, je suis disqualifié comme candidat à la présidence. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tous les week-ends, s'aborde du tenue du parti et fait campagne pour un autre candidat, qui est mon adversaire. Ça, c'est le ministre. Bien sûr. Donc, ce ministre est coordonnateur du RDPC dans le littoral. Pendant une réunion avec les avocats à la justice, quelqu'un avait proposé que pourquoi est-ce que le ministre n'avait pas même à parler avec eux. Réponse du ministre, je suis une institution, je ne me déplace pas. Donc, si je suis à face d'une institution, entre guillemets, qui a déjà pris cause et partie pour un adversaire potentiel, et je suis dans une procédure qui peut aboutir à ma disqualification, est-ce qu'à votre avis, on est sur le même pied d'égalité devant le tribunal? Est-ce que vous pensez, vous, Jules, qu'au premier degré de juridiction, un magistrat peut en 2 semaines trancher une affaire aussi délicate, écartant des preuves concrètes aussi importantes, ayant devant lui 2 anciens bâtonniers qui réunissent ensemble environ 100 ans d'expérience d'avocature, sans se dire couvert quelque part? Alors, vous avez déclaré hier, vous avez dit, je cite, « Je ne me laisserai pas abattre, je ne retirerai pas ma candidature, nous allons nous battre ici et ailleurs. Les magistrats qui torpillent la justice dans notre pays sont cités à l'international et je promets à ces gens le tsunami de leur vie. Le moment de leur départ est arrivé. » Fin de citation. Ça, c'est une déclaration de guerre, maître. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est une déclaration qui vise à protéger la justice d'un pays. Je suis avocat depuis 40 ans. Je pense qu'on en a aussi, on en a marre de voir des gens qui pensent qu'ils peuvent instrumentaliser notre justice. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'amuser avec nos institutions, ben, écoute, je suis en guerre contre eux. Vous aussi, j'espère. Alors, on constate également que subitement, vous faites plus confiance, vous ne faites pas confiance à la justice. Ah non, pas du tout. Avec laquelle vous collaborez. Pas du tout, pas du tout. On a des magistrats extraordinaires. D'ailleurs, lors d'un interview, j'ai dit clairement, Akérémou, mon président, le président du Haut Conseil de la magistrature, c'est un magistrat élu par les magistrats, pas le président de la République. Il faut garantir l'indépendance. Le ministre de l'indépendance de la justice. Justement. Et le ministre de la Justice sera le patron d'aucun magistrat. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut passer. Donc, vraiment, je connais des magistrats extraordinaires dans ce pays qui sont même admirés partout. Je n'ai pas de raison, mais
hélas, en passant par la façon dont certains entrent en l'ENA, et la façon dont ces personnes sortent, et leur parcours dans la carrière, et hélas, il y a ces... Vous savez, quand vous avez une maison, votre maison qui marche très bien, tous les propres, il n'y a pas de problème. Vous ne pensez pas de toi. Et c'est quand il y a une fuite, vous vous rendez compte qu'il y a un tour qui ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que le toit n'est pas bien. Dans le cas, si c'est clair, on a quelques personnes qui pensent qu'ils sont à la justice, pas pour servir les justiciables, mais pour servir quelqu'un d'autre. L'argent, le pouvoir, les influents et les choses matérielles de ce monde. Voilà, je rappelle les codes d'accès, c'est le 243 38 96 91, 243 38 96 91 et le 696 25 83 56. On va prendre une première réaction au téléphone, c'est Bertrand qui nous appelle. Bertrand, bonjour. Bonjour, Dieu. Bienvenue à l'antenne. Merci. Et je dis bonjour à Maître Mouna. Bonjour, cher citoyen. À qui j'ai une grande admiration, vraiment. Merci. Ma question est fort simple. Lorsqu'il a parlé dans sa conférence de presse, il y a des magistrats qui torpillent la justice. Moi, ça m'a fait critiquer. Ne pense-t-il pas que sa sœur, Adette, est parmi les personnes qui torpillent le plus la politique, avec le système mis en place, le système gouvernant LDC, dont elle qui sûrement sur la tâche confère ici affaire Socan CNC dans l'arrêt de la Cour suprême. Pense-t-il vraiment que ces affaires puissent prospérer lorsqu'on sait que sa sœur est particulièrement avec son comportement dans l'affaire Socan CNC, c'était ministre au-dessus de la justice camerounaise. Merci. Bon, merci Bertrand pour votre question. Écoute, cette affaire de ces droits d'auteur n'aurait pas eu lieu. Avec un peu de tact et un peu de condescendance. Parce que bon, du moment où elle annule cette structure, il n'avait que 2 semaines pour que l'agrément s'expire. Donc ça veut dire que si elle attendait 2 semaines, 14 jours, bon, ben, écoute, l'agrément a été terminé. Donc les raisons pour lesquelles cette démarche a été prise par elle 2 semaines avant l'échéance. Mais est-ce que vous avez eu à échanger, est-ce que vous avez échangé avec elle sur la question? Pas du tout. Pendant ce que j'étais au ministère, je me suis gardé de ne pas mixer dans ce qu'elle faisait. Elle a fait un choix. Pas de conseil? Elle a fait un choix politique, sans problème. Comme dit le vaillant auditeur de tout à l'heure, il est ministre du RDPC. Bon, elle fait ce que lui dit que son chapitre, je n'ai rien à faire avec cela. Mais au-delà du choix politique, il y a quand même de temps en temps, même au sein de la famille, vous échangez certainement. Notre famille, on a une communion extraordinaire avec elle et tout. Elle était chez moi. Quand je me demandais à la voir, elle dit non, c'est toi le frère aîné, même je suis ministre de la bio. Donc il n'y a pas de problème. Donc je découvre comme vous autres. C'est trop tôt pour prendre sa carte. Mais avec cette affaire, les choses vont certainement changer. Je ne sais pas. Je dois vous dire en toute sincérité, j'ai plus de tristesse que d'amertume. Africains comme le Camerounais, comme toi et moi, les Camerounais vont s'interroger, qu'est-ce qui amène une sœur à vouloir mettre son frère en prison? Ça, c'est une question. Et dans mon cas, plus. Surtout en ce moment. En ce moment. Mais c'est dans mon cas, l'interrogation va un peu plus loin. L'année dernière, le 8 octobre, à mars, je suis convoqué au CED, un lundi. Je fais une lettre pour dire, écoutez, moi j'ai un discours inaugural à faire à la loi. Le mercredi, on me demandait d'être ici au CED. Je pars mardi, je fais mon discours le mercredi, je rentre le jeudi, et je propose de me présenter au CED le vendredi. J'envoie la lettre, les décharges, copie au garde des Sceaux, au procureur de la République, et sur ce, je prends mon avion en me disant, bon, si je suis un danger de fuite, à l'aéroport, on va m'interpeller, on va prendre mon passeport, et tout cela. J'arrive à l'aéroport, sans problème, j'entre dans l'avion, j'arrive en Afrique du Sud, sans problème, je dis, mais alors, c'est quoi cette histoire? Dès que j'atterris, je ne fais pas 3 heures de temps. Je commence donc à recevoir des coups de fil de ma soeur.
qui veut dire Kéré, ne reviens pas, c'est grave, on va te prendre, le système est mis en place. On a mis un système en place pour t'arrêter, donc ne reviens même pas et tout ça. J'ai dit, mais je n'ai rien fait. Je suis revenu. J'ai été entendu. Et après mon audition, on me donne le papier. Le ministre Bokam à l'époque cède, demande à me voir avec les conseils. Il y avait dehors une centaine d'avocats. Il me dit, monsieur le Batouni, on ne vous reproche rien. On vous a appelé ici à titre de renseignement. Vous êtes un monsieur, vous êtes un gentleman, on vous convoque, vous venez. Parce que vous, si vous n'étiez pas venu, on se serait demandé pourquoi est-ce que vous fuyez. Donc je me dis, ma soeur, aujourd'hui, qui voulait que j'aille en prison, c'est la même qui hier a fait des mains et des pieds pour m'avertir que si je reviens, on va m'arrêter. Allez donc comprendre. D'accord, on va prendre une autre réaction au téléphone 243 38 96 91 et le 696 25 83 56. Dieudonné Magouette, bonjour. Bienvenue à l'antenne. Allô? On vous écoute, Dieudonné, vous êtes à l'antenne. Allô? Dieudonné, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bonjour. Allez-y, Dieudonné, on vous écoute. Oui, ok. Merci. Bonjour, maître. Bonjour Dieudonné, bonne fête. Je vous pose une question. Ouais. Est-ce qu'il est possible pour l'opposition aujourd'hui de vous entendre? Parce que depuis 1992, nous, moi en 92, j'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Nous vivons ce même climat depuis 92. Je vous demande, est-ce que vous êtes prêts à m'entendre? Est-ce que vous n'êtes pas prêts à m'entendre? Laissez-nous avec notre épaule, vraiment de Dieu. On est fatigué de vous voir à la scène, mais vous, en 92, vous ne trouvez pas là. Mais les mêmes qui sont là aujourd'hui, moi je les ai vus en 92. J'ai plus de pas. Et je vous demande, après votre permission, moi, Dieudonné Magouette, le chemin que nous voyons est porté l'entente à eux. Ça veut dire, non. Merci. D'accord, j'espère que vous avez suivi Oui, la question de Dieudonné Magouette. Je comprends exactement l'inquiétude de notre frère. Nous vivons des moments difficiles dans notre pays, des crises un peu partout, une situation économique calamiteuse. Donc c'est vrai qu'il s'interroge, n'est-ce pas, ce qui va se passer demain. Il sollicite que, est-ce qu'on va s'entendre? Si on ne va pas s'entendre, ben écoute, qu'on le laisse avec son beau Dieu. Moi j'ai dit ça, je l'ai dit toujours. Je repose que nous puissions nous entendre. Parce que je pense que le sort de notre pays est plus important que chacun de nous. Et ceux qui sont sur la scène aujourd'hui, heureusement, il se rattrape pour dire que je n'étais pas en 92. J'ai travaillé en 92 et c'est justement cette histoire qui m'a fait partir, n'est-ce pas, de l'opposition. J'étais dans l'SDF, j'étais déçu par l'attitude de l'opposition. Mais dans les années 90, c'était grave. L'opposition avait la majorité au Parlement. Ils se sont dispersés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc Dieu donné a raison et je peux seulement lui dire que j'œuvre et je ferai tout pour qu'on puisse entendre et, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, les Camerounais de cette situation assez... D'accord, on va prendre une autre réaction au téléphone avant d'aborder un autre sujet. Au téléphone, bonjour. Notre auditeur, il est reparti. Revenez-nous 243 38 96 91 et puis le 696 25 83 56. Au téléphone, bonjour. On vous écoute, vous êtes à l'antenne, comment je vous appelle? Oui, je voulais juste m'assister à maître. Maître, bonjour.
Bonjour. Comment je vous appelle? Comment je vous appelle, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a un problème avec votre téléphone. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Voilà. Présentez-vous, comment je vous appelle? Emmanuel Medjo. Emmanuel Medjo, on vous écoute. J'ai posé la question à maître, à savoir pour quelqu'un qui est dans comité, dans l'océan. Je vais à 80 km de Kédi, mais pour que j'arrive à Kédi, il faut que je passe par Ebolova, je passe par Yaoundé, je passe par Edea avant d'entrer chez moi à Kédi, parce que si je vais tout droit, je ferai 3 jours, 4 jours en route. Donc, le souci que moi j'ai avec mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, c'est qu'il faut qu'ils sachent que le problème qu'ils ont là-bas n'est pas un problème de nord-ouest ou sud-ouest, mais c'est un problème politique au Cameroun. Parce que moi, ce que j'aurais voulu que vous nous proposiez, c'est que voilà, j'arrêterai petit si vraiment on va régner. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que nous souffrons tellement dans tout le Cameroun. Il ne faut pas que les frères qui se disaient anglophones pensent que c'est un problème du sud-ouest ou nord-ouest. Je vous mets dans le trajet. Est-ce que vous imaginez qu'un originaire de l'océan doit d'abord faire 2 régions avant d'en aller encore entrer dans sa propre localité? Je veux dire à Condé, ceux qui connaissent cet endroit, ça veut dire qu'il faut venir à Ebolova, passer ici à Yaoundé, aller aider à entrer dans le Kribi. Si je veux des papiers, par exemple, dans mon département d'origine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que maître pense que les gens vont continuer à faire. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel, merci M. Medjo. Je suis tout de cœur avec vous, mais je pense qu'il faut regarder le problème plus dans un sens, disons, macro plus grand. On a un problème de gouvernance. Ce problème de gouvernance se manifeste de plusieurs façons. C'est-à-dire, il parle d'infrastructure. Moi, j'étais au sud. J'ai vu les endroits où les enfants marchent 3-4 km pour aller à l'école. Des ponts qui étaient, n'est-ce pas, des troncs d'arbres posés pour qu'ils traversent. Donc, je sais, j'étais au nord. J'ai vu les enfants s'asseoir à même le sol dans les espèces de lutte pour apprendre. Les écoles sans maître. Donc, je sais qu'il y a une gouvernance qui mine le pays. Comme j'ai lu dans le courrier du ministre d'État, Taramibara, il était clair mais le problème est que dans le nord-ouest et le sud-ouest, le problème se manifeste différemment. Parce que, pas de la faute de ceux qui y sont, mais on a un passé qui a fait de sorte qu'on a 2 systèmes capitaux, c'est-à-dire que la justice est basée sur un système juridique différent et l'éducation est basée sur un autre système différent. Ça veut dire que le fondement de la société, en certaine manière, sont différents. Les fondateurs de notre pays étaient conscients. Ils ont donc créé un système qui permet aux 2 systèmes d'héritage colonial d'évoluer côte à côte et qu'on converge au niveau supérieur de l'État pour assurer, n'est-ce pas, le bien-être de tous les Camerounais. Ça s'appelle la gestion de la diversité. Et je pense que ce qui s'est passé a amené les uns et les autres, par le tribalisme, par le népotisme, par les simples faits de corruption, à tout changer. Ce qui a donc fait de sorte que si vous avez un maître d'école ou bien un enseignant dans le nord-ouest qui parle à peine anglais, qui est à peine compris, si vous avez un magistrat qui ne connaît pas le système commandement, si vous avez un dossier venant de Bamenda, quand ça arrive à la Cour suprême, il faut qu'on traduise. En l'état actuel, vous avez des prévenus, des accusés qu'on a menés de Bamenda qui sont des autres militaires en France. Ça pose un problème grave. De toutes les façons, mais ça, ce sont des problèmes qui ont été posés dès le départ. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est resté sur cette ligne-là? Et je ne vois pas, dites-moi une solution que vous voyez, je vais vous répondre. Dis-moi une solution qui a été portée.
Oui, mais au-delà de ça, quand on voit par exemple la dernière descente sur le terrain de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ce qu'on appelle la commission Moussonguer, elle a publié il y a quelques jours quelques recommandations, mais on a là un certain nombre de revendications qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez de dire. Non, mais écoute, je suis en train de répondre à notre ami Emmanuel qui a dit, bon, le problème c'est pareil partout. Je crois que nos frères se disent que je suis d'accord, j'ai vu que c'est un problème de gouvernance à la base, n'est-ce pas, et que c'est ça qui a exacerbé les autres problèmes. Je pense que la commission Moussonguer, moi j'ai vu le grand réclame de corps de rupture du premier président de la République. Est-ce que c'est bon? Ça explique vraiment le problème d'Emmanuel. C'est-à-dire qu'on a un problème de la gestion, n'est-ce pas, de notre cité, et c'est un problème de gouvernance, et ça réveille les autres démons. Lui, Emmanuel Moussonguer, il parle des routes. J'ai vu le trajet Yokadouma, je crois à Bamban, quelque chose comme ça. Il faut voir ce qu'il y a. C'est incroyable qu'on a ça en 2018. Donc, c'est un problème grave. Je suis en train de dire que ce pays, nous avons la manie de faire semblant. En 1996, on met en place les régions autonomes avec le président des régions. Il y a combien d'années de cela? Plus de 20 ans. Vous me donnez le nom 22 ans. 22 ans. Est-ce que vous prenez le nom d'un président de région? C'est dans la Constitution. Donnez-moi le nom d'un président. Pire encore, en 2004, on passe une loi. On dit que le gouverneur est quasiment la tutelle du président de région élu. Donc c'est cela. On est dans un pays qui est complètement fonctionnalisé. Les élus du peuple, ceux qui portent la volonté du peuple, doivent toujours être coiffés par quelqu'un qui est nommé. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est la queue que bouge le chien, ça ne peut pas marcher, ça. Mais ça, c'est ce que dit, c'est ce que prévoit la Constitution. Mais vous êtes un acteur, aujourd'hui un acteur politique, mais c'est des choses que vous avez laissées prospérer, on va dire. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai démarré, je suis rentré de l'Angleterre comme avocat. Je vous épargne des péripéties que j'ai eues avant de m'inscrire ici, bien que j'étais déjà avocat à l'étranger. Donc, moi, j'ai cru que le changement était possible. Après le procès de Black et le multipartisme, j'ai choisi de militer à côté de mon frère Bernard et Fourni, que je connais de longue date, avec beaucoup de mes camerounais, les mecs Djungan, le professeur Kanto, j'en passe, et pour le changement. Le changement n'est pas venu à cause de la nature de notre opposition, qui est en fait un miroir de l'État. Ils sont tous pareils. C'est pour ça, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je me présente comme un Camerounais non partisan. Mais est-ce que quelque part, vous n'êtes pas comptable de cette situation aussi? J'en viens. Après la déception dont je vous parle là, j'ai décidé de choisir un angle dans la société qui fait mal et que je pense la plupart des Camerounais souffrent. J'ai dit que c'était la corruption. Je me suis engagé dans la lutte contre la corruption sans chercher un mandat quelconque. J'étais candidat à rien, je n'étais pas dans un parti politique. J'ai démarré au Cameroun le vrai combat contre la corruption. Par une ONG, ça m'a valu tout ce que ça m'a valu. Je l'ai fait, j'ai combattu comme homme de la société civile sans intérêt. C'était un combat citoyen. Quelqu'un qui l'a fait aussi de longue date aussi, c'est Bernard Djonga dans le secteur de l'agriculture. On se rappelle très bien des problèmes, n'est-ce pas, des congelés. Il est reconnu du monde entier par ce travail citoyen. Je pense que c'est là le test de servir la société. Ça, je l'ai fait. Dit que je suis comptable, je dis non. Je suis content, c'est ce que j'ai réveillé les uns et les autres, du fait que notre pays va être tué par la corruption. Donc j'ai mené ce combat. Et vous avez l'impression que quelque chose a bougé, quelque chose a changé? Mais dans un premier temps, on a commencé à en parler. Quand j'ai parlé de ça, écoute, j'avais des ennemis de tous les bords, j'ai perdu des clients, j'avais des menaces de partout, j'étais taxé d'opposant. Il y a dans qui conseille l'État d'attraire New York Times, de transférer international au tribunal. Quand moi j'étais en train de dire que non, mais quelqu'un nous dit que la maison est en feu, vous dites que c'est un fou, mais regardez quand même, c'est possible que ce soit en feu. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Tous les discours du président, ils fusillent tous les secteurs de la corruption.
Regarde ceux qu'on a maintenant en prison, supposément pour la corruption. Donc je pense, il ne faut pas, et c'est le problème dans ce pays, on est toujours dans le déni. Regarde Bamenda, Bibixi qui a condamné aujourd'hui, je crois 10 à 15 ans. Quand il commence à marcher, Jules, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de route à Bamenda dans la ville. Il s'en plaint, on le prend, et aujourd'hui il est condamné pour terrorisme. Mais quand même, c'est ce déni constant. Quand ça commence, les gens disent, oh, il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a pas de problème anglophone. Et maintenant, on est à le risque de créer une commission et on en parle. En 90, c'était ça. On arrête Yondo Black. On dit jamais une mutualisation. On a marché partout. Beaucoup de gens qui sont maintenant dans l'opposition même ont marché. Jamais le mutualisation au Cameroun. Le président avait une longueur d'avance. Quand il fait son discours, au grand de tout le monde, la concurrence arrive. Donc je pense que c'est cela. Et je suis sûr, j'espère, j'ai pris ce jour Ramadan que le président aura encore une longueur d'avance et permet au Camerounais de pouvoir encore rêver. Alors revenons sur cette crise dite anglophone. Quand vous observez aujourd'hui la tournure que prennent les choses, est-ce que vous pensez qu'une sortie de crise est possible? J'aime le mot tournure parce que vraiment, c'est vraiment une tournure. Il y a des revendications auxquelles on ne s'adresse pas. Ça s'amplifie, on ne s'adresse pas à cela. Ça s'amplifie, on ne s'adresse pas à cela. Et puis on revient à retardement, on crée des commissions. On revient avec des solutions. Quand les donnes ont changé. Et je pense que les Camerounais veulent et aiment vivre ensemble. S'il n'y a que le dialogue inclusif. Je dis inclusif. On est encore au moment où peut-être les religieux peuvent nous aider à nous causer. Mais plus de temps ça, plus de temps qu'on perd, on va arriver à un moment où il n'y a pas de confiance. Il faudrait avoir recours à des tiers qui ne sont pas concernés. Donc je pense que c'est possible. J'ai voyagé le mois dernier dans les États-Unis pour parler aux Camerounais de la diaspora et je pense qu'on peut parler, on peut le faire, mais on ne peut pas. C'est-à-dire que on ne peut pas vouloir résoudre mon problème en aggravant. C'est ça le problème. Comment ça en aggravant? En aggravant, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour aggraver le problème? Je vais vous expliquer. Dans les problèmes qu'il y a en nord-ouest et au sud-ouest, dans la répression des marches, des rébellions et tout ça, dans un village, on tue 1, 2 ou 3 membres de force de l'ordre. On brûle tout le village. Je parle de Kembon, qui est témoin. 6 000 personnes partent, il reste 5 personnes dans le village. Les jeunes qui étaient là s'en vont. Dans le sud-ouest, que ce soit par l'armée ou le patron de l'armée qui est là, clairement dit, on est à quasiment presque 50 villages de brûlés. On a vengé dans les 170 personnes déplacées internes. On avance les 50 000 réfugiés. On a presque 40 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose est en train de s'aggraver là? Ça s'aggrave parce qu'on ne se parle pas. Donc je pense qu'il est essentiel qu'on mette ensemble un système, on mette des choses sur pause, qu'on puisse parler. Parce que chaque communauté qui est déplacée, les jeunes qui étaient dans la communauté A rejoignent ceux de la communauté B, et après les deux groupes rejoignent ceux de la communauté C, et chaque jour, ça va en boule de neige. Des jeunes désœuvrés se mettent ensemble, deviennent des caïds, des shérifs, des coins. Et voilà ce que nous avons. C'était la même chose à l'extrême nord. International Crisis Group a dit que le plus, et d'ailleurs toutes les enquêtes dans l'extrême nord, on dit que c'est la situation économique qui favorise cela. Vous avez un problème de jeunes désœuvrés. Cette histoire pour eux, c'est une aubaine. Donc vous avez une situation, des petits groupes formés un peu partout, coordonnés par personne.
Et voilà ce que nous avons. Ça se dégrade tous les jours. Alors, on repart au téléphone, c'est Abdoulaye qui nous appelle. Abdoulaye, bonjour et surtout bonne fête. Merci Jules, bonjour à tous, et bonjour au président. J'ai 2 ou 3 préoccupations. Première des choses, moi j'appartiens à la partie septentrionale. Là-bas, les gens ne parlent ni français ni anglais. Est-ce que pour autant, ils ne doivent pas être jugés? Quand je parle à l'homme politique ou bien à l'avocat qui est un expert. Est-ce que parce qu'on ne comprend ni le français ni l'anglais, on est exempt du jugement quand on commet une infraction? Deuxième question. Il appartient à une famille dont son nom est parlant. Est-ce qu'il pense que sur le plan moral, il n'est pas comptable de ce qu'il est en train de décrire sur le plan purement moral du fait de sa famille? Il ne peut pas seulement encaisser les bons points. Est-ce qu'il pense qu'il a droit aux bons points, les mauvais points, moralement, il n'est pas comptable? Dernière question. Le 27 mai dernier, un groupe de paysans camerounais, parmi lesquels je crois lui également, ils sont allés à l'ambassade des États-Unis, dire à l'ambassadeur des États-Unis de tout faire pour que le président en exercice ne se présente pas, parce que s'il se présente, personne ne peut le prendre. Il faudra également tout faire pour bloquer l'élection présidentielle, pour créer une crise. Et également, il faut tout faire parce que quand vous bloquez comme ça et qu'on écarte le président en exercice, il peut avoir alternance. Est-ce qu'il pense que si le président en exercice est là, il ne peut pas le battre? La dernière question, je vous en prie, il passe le temps à sensibiliser les Camerounais de l'extérieur. Il y a des gens qui disent qu'ils font la campagne là où on ne vote pas. Quelle est cette stratégie de délaisser le Camerounais qui vote à l'intérieur pour s'occuper de ce qui doit être à la tête du Cameroun comme une marionnette? Merci. Voilà, merci Abdoulaye pour vos questions, pour votre réaction sur cette antenne. Je vais essayer de reprendre à M. Abdoulaye, à qui je dis bonne fête. J'aurais pu émettre des réponses plus précises s'il avait des questions plus précises, parce que ces questions, n'est-ce pas, ça tente entre la philosophie et une question, mais je vais commencer par la dernière. Qu'on serait peut-être des agents de l'étranger. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je suis allé aux États-Unis, je parlais aux Camerounais qui y sont, pour les sensibiliser dans le bon sens. Pour leur dire de comprendre que la seule chose, faire le changement maintenant, c'est, n'est-ce pas, de parler et d'aller voter. Donc vraiment, je fais un travail qui devait être un travail fait par d'autres personnes. D'autres personnes ont tenté, ils ont échoué, donc j'ai fait un travail citoyen. Mais écoute, moi je viens d'attendre à Limbe, on a signé une convention de 1,5 milliard sur le gaz liquide. À Limbe, il y a 50 fois plus de gaz liquide qu'il y en a à Crémy. M. Abdoulaye ne se soucie pas. Comment ça se passe, la transparence de ça? Ce sont des étrangers qui prennent cet argent. Qui est plus dépendant de l'étranger que qui? Moi, je suis un citoyen dans mon pays. Je vais vers les institutions où nous sommes membres. Je parle à ces gens. Je me plains du sort de mon pays. Ils parlent d'argent étranger. Mais quand même... Quand vous leur parlez, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, j'ai dit quand j'étais par exemple aux États-Unis, je leur ai dit, écoutez, il faut que vous cessez d'attiser le feu, il faut que vous demandez aux gens de s'inscrire, qu'ils votent. Ces gens-là envoient de l'argent. D'ailleurs, dans une réunion, un des citoyens s'est levé et dit, j'envoie maintenant un SMS à mon frère. Je lui dis, je n'envoie pas de mandat sans qu'il m'envoie sa carte d'électeur. C'est le travail que je fais. Ça, c'est un travail citoyen. À mes frais. Et vous pensez que le message passe? Bon, j'ai vu que ça passe. Puisqu'aujourd'hui, je suis ciblé par les extrémistes. Je ne pense que ça passe.
Alors, ça c'est le problème C'était la quatrième question. Oui, il me dit que bon, agent de l'étranger, est-ce que je pense que c'est du n'importe quoi? C'est comme dire que parce que comme je va à la Mecque, il a la solde de l'Arabie Saoudite. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est un langage qui ne rime absolument à rien. 27 mai, j'étais à l'ambassade, n'est-ce pas, de quoi? Des États-Unis. Je n'étais même pas au Cameroun. J'ai entendu ça à une télé nationale. Bon, ouais, lui, il connaît la télé qu'il écoute. Et il avale, n'est-ce pas, des contre-vérités. Je m'en vais faire quoi à l'ambassade? Si j'y vais, c'est mon droit le plus absolu. Mais je n'y suis pas allé. Je n'ai pas allé demander à un étranger ce qui se passerait dans mon pays. Avant de faire tillage, je n'ai demandé à personne. C'est ma conscience. Bon, mais les gens qui pensent qu'il faut qu'on leur dise ce qui se passe, mais je les laisse. Bon, ils parlent de comptable. Est-ce que je pense que moi je suis comptable? Parce que vous appartenez à une famille. Bon, ben écoute, moi je pense que bon, et c'est ce qui s'est passé, je me suis insurgé contre ça quand on a milité pour la loi d'amnistie contre les putschistes, parce que on est du Nord, on est tous putschistes. Lui doit connaître ça plus que tout le monde. C'est n'importe quoi, une généralisation qui n'a pas de sens. S'il me dit, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à Kérémouna? J'ai fait ça contre la corruption. J'ai mené ce combat. Je veux savoir ce que lui, il a fait. Voilà alors. Il parle, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être jugé. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai fait un discours aujourd'hui pour dire bonne fête de Ramadan. Je l'ai fait en 4 langues. Il faut qu'il écoute. Donc vous êtes de ceux qui militent pour le retour de la dépouille de l'ancien président. Oh mais bien sûr, c'est une honte que notre premier président soit enterré dans un pays étranger. Quel que soit le cas. Quel que soit le cas, je pense qu'il faudrait... Vous êtes en contact avec la famille, qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, ben, je suis en contact sur la base familiale. Madame Gémen a été une grande amie à maman, donc je connais la famille, je suis en contact parce que voilà, je me maintiens en contact avec les gens qui étaient les grands-mères d'amis de mes parents. Le président Biya connaît mon père depuis 1963, quand il est revenu de la France, donc... ce sont des familles qui se connaissent, je suis sûr que vous avez des amis, il y a plein de gens qui ont des amis partout, donc je ne pense pas que la politique et des choses comme ça devraient... Alors, vous qui observez donc, pourquoi ça coince? Ou alors ça coince à quel niveau? Mais moi je pense que le président Yves est le premier président de la République. Ça revient à l'État d'organiser ses obsèques et de le ramener. Je ne pense pas que ça devrait coincer. À un moment donné, le président a dit, c'est la famille. Non, mais ça, c'est une question d'opinion. Je pense qu'on dit en anglais take the high road. Je pense que si nous estimons que le premier président de la République doit être enterré au Cameroun, c'est à nous de faire de sorte que le corps revienne. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. 243 38 96 91 et le 696 25 83 56, ce sont les codes d'accès sur cette antenne ce matin. Magique Attitude, édition consacrée à la libre antenne. Vous avez donc l'occasion de poser des questions à notre invité ce matin, Maître Akeremouna, qui est donc notre invité. Alors, je voudrais revenir sur cette crise anglophone avant d'aborder la dernière question. Avec ta permission et à l'intention du monsieur Abdoulaye, oui, qui regarde dans son calendrier le 27 mai. Tout le monde sait que l'ambassadeur Badelvin était parti du Cameroun avant cette date. Il est revenu le 7 juin. Alors je pense que lui-même, en recoupant des informations, il veut savoir qu'il est en train de comporter quelque chose qui était incroyable. Tout le monde a vu l'ambassadeur partir d'ici, on en a parlé, qu'il était même chassé. Le 27 mai, cet ambassadeur, je crois qu'il est déjà parti du Cameroun. Donc, on va le rencontrer comment? Comme toi et moi, mais c'est n'importe quoi, excuse-moi. Mais... D'accord. On va prendre une réaction au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Julien. Comment je vous appelle? Alors, Denis, on vous écoute. C'est Sony. Ah, Sony, on vous écoute. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonjour, monsieur Mouna. Bonjour et bonne fête, cher. Merci à vous-même. J'ai 3 questions. 3 questions concernant beaucoup plus de 2 concernant le pôle anglophone et 1 concernant les élections. Allez-y. Vous avez dit tantôt qu'il y a un problème anglophone. Alors, moi j'aimerais, est-ce que vous pouvez m'expliquer même c'est quoi le problème anglophone fondamentalement? Parce que moi jusqu'ici je ne comprends pas quand on dit qu'il y a le problème anglophone. Est-ce qu'il y a un problème anglophone ou il y a un problème camerounais en général? Et vous êtes
Voilà, merci pour votre réaction, surtout pour vos questions. Bonne journée à vous. Alors, maître, vous répondez aux questions. C'est Sony. Bon, ben écoute, j'ai d'abord dit, cher ami, que nous avons un problème de gouvernance. Ce problème de gouvernance a exacerbé deux problèmes, qui sont appelés maintenant des problèmes anglophones, qui a deux racines. Une qui est historique, et l'autre, n'est-ce pas, qui est la gestion de la diversité. Historique, c'est quoi? Et ça, c'est le problème qu'on a. C'est ce que nous écrivons, n'est-ce pas, l'histoire de notre pays avec une gomme, n'est-ce pas, en effaçant quand on l'écrit. C'est si simple que ça. En 60 ou en 61, advint la République fédérale. J'espère que Sony m'écoute bien, parce que ça, c'est l'histoire. En 61, advint la République fédérale. Dans la Constitution de 61, voilà ce qui est décrit. Un territoire appelé le Southern Cameroons se met avec une autre territoire appelée la République du Cameroun pour constituer la République fédérale du Cameroun. Donc au départ, il y a deux territoires. Le Southern Cameroons, on appelait le Cameroun méridional, et la République du Cameroun, qui était en fait appelée par la suite le Cameroun oriental. Deux territoires. Deux langues nationales, des parlements régionaux, des gouvernements des États fédérés. Il y avait deux États différents, avec des cultures différentes, des différentes cours suprêmes, un système éducatif géré différemment par les secrétaires d'État et d'autres. Ça fait donc deux territoires. En 1972, le président Ahidjo estime que, comme il le dit à l'Assemblée, le système fédéral nous a permis de consolider l'unité nationale. Pour pouvoir faire des économies, pour réduire les structures, on va passer à l'État unitaire. 72. Seulement qu'après 72, le système éducatif, judiciaire, qui était au cœur, parce que c'est ça qui est au cœur du progrès de chaque société, s'est vu complètement érodé. Ce qui a mis à mal les anglophones. J'ai voulu parler, je n'ai pas voulu parler de mon cœur. D'où les revendications des avocats et des enseignants. Voilà. Je reviens, moi, de Londres en 1978, avocat inscrit au barreau de Londres. Que dit la loi? Si vous êtes inscrit dans un barreau étranger, on vous inscrit ici. J'ai tourné ici au Cameroun 3 ans, parce qu'il fallait l'équivalent de mon diplôme. Ça, c'est quelque chose que je subissais de par le simple fait que j'étais anglophone. Il fallait l'équivalent. J'ai tourné 3 ans avant d'être inscrit au grand tableau. Donc je pense qu'il y a eu, par le système, par la méconnaissance des uns et des autres, qui ne permettait pas à certaines personnes d'avoir les mêmes droits. Et 84 ou 85, on passe à la République du Cameroun. Chose malheureuse parce que quand on parle donc de la République du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On repart à la dénomination qu'on avait en 60, la République du Cameroun, qui n'était pas la République du Cameroun, qui avait les deux territoires. Donc je pense que cette mauvaise gestion qui s'est accumulée, et dans la politique, et dans le développement, et dans les structures, et puis maintenant on est parti dans les postes. Si vous regardez, il y a le ministre d'État, Mebala, qui a fait un document assez édifiant. Moi, en 1996, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai écrit un document qui s'appelle Lettre à mon frère francophone, où j'ai inversé les rôles. Et c'est plus facilement lu. Donc, c'est ça, cher ami Sony. En 2008, vous accordez une interview, je crois, à Jeune Afrique, et vous déclarez, je cite, mon père a été parmi les pionniers de la réunification de la République fédérale. Ouais. J'assume son héritage sans regret. Bien sûr. Jules, moi, à 9 ans, j'étais empoisonné quand mon père faisait campagne pour la réunification, moi. Donc j'assume cela, je pense que c'était quelque chose qui devait se faire. Les grands panafricanistes, je suis panafricaniste. Moi je pense qu'on ne peut pas se mettre ensemble en se divisant, je suis sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut avoir un mode de gestion qui permet
au peuple, n'est-ce pas, de prendre leurs responsabilités. Et on en est arrivé un point au Cameroun où c'est clair que, n'est-ce pas, la diversité dans notre pays doit être gérée différemment. Donc voilà ce que je pense. Bon, il parle de... donc voilà, j'ai expliqué le problème anglophone, des gouvernances historiques. Parle de nationalité, est-ce qu'il y a une nationalité voilà. Bon, mais voilà, nationalité anglophone ou non, bien sûr que non, il y a une nationalité camerounaise. Mais le problème est que si vous parlez de nationalité française, ça doit être parce qu'il y a des Bretons, ou bien une nationalité britannique, il y a des Gallois, il y a des Écossais, ça, je pense à cela. D'ailleurs, quand un Camerounais devient français, c'est bien, mais il ne peut pas dire qu'il est breton. Quand vous dites des gens qui je suis maintenant anglais, c'est pas vrai. Ils sont britanniques, mais ils sont ni anglais, ni écossais, ni gallois, je sais pas, j'en passe. Donc voilà, donc c'est cela. Le fait qu'on est camerounais ne veut pas dire que dans le Cameroun, il n'y a pas une diversité. Il y avait la troisième question, pourquoi vous ne vous rapprochez pas de Cabral Libby? Pas seulement de Cabral Libby, qui est un ami que j'aime bien, mais de tous les autres. Je pense qu'il faut de tout pour faire le pays. Donc je pense que je le fais, et ça va se faire. Il faut que les gens prennent le mal en patience. J'ai dit et je redis, je vous ai de répéter que je serai pour ce. Bon, il parle de primaire, et ça c'est le problème de Camerounais. Nous sommes experts en copier, mais on ne sait pas où coller. Voilà, tu vois, on copie, mais on colle où? Les primaires, c'est quoi? C'est un processus à l'intérieur d'une formation ou d'un groupe qui permet de choisir parmi ce groupe-là celui qui va compétir ailleurs. Alors, comment on peut organiser des primaires entre les gens qui sont de groupes différents alors qui va voter? D'ailleurs, même le parti au pouvoir va infiltrer pour qu'on vote, n'est-ce pas, au plus faible. N'est-ce pas, qui va être... Peut-être, je pense que non. Il ne faut pas seulement copier parce que ça se fait ailleurs. J'ai une éducation donc quasiment américaine, où c'est né cette théorie de primaire qui a été adoptée par la France. Macron était en quelle primaire, lui? Je parle de Macron qui est le modèle supposément de M. Libby. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Avant de copier, il faut savoir où on va. Où on va coller. Voilà, c'est entendu. On va prendre une autre réaction au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, Jules. Comment je vous appelle? Je m'appelle Étienne Mangapel. J'appelle de Yaoundé. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, j'aimerais vous dire d'abord à vous-même et à votre équipe bonjour. Je salue aussi M. Mouna. Oui, merci, monsieur Je Mangapel. transmets toutes mes félicitations parce que je sais que c'est un grand Camerounais qui a servi à sa manière notre pays et qui aujourd'hui veut le servir à un autre échelon. Merci. J'ai deux choses. J'aimerais d'abord, pour la toute première, rappeler à beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone, leur demander pourquoi est-ce que notre drapeau avait deux étoiles, je crois, sur le jaune ou sur le vert. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule? C'est parce qu'en fait, vous l'avez dit à votre façon, il y avait deux États. Et les gens veulent réécrire, parce qu'au Cameroun, il y a des religionnistes. Les gens veulent réécrire l'histoire du Cameroun et dire qu'il n'y a pas de problème anglophone, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu, il n'y a pas d'anglophone au Cameroun. Et effectivement, il y a des anglophones au Cameroun qui avaient leur système, qui avaient une histoire à eux. Et aujourd'hui, les anglophones n'ont pas disparu. Et ce qui fait la richesse de notre pays aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a une partie qui est anglophone, que les autres pays, l'Afrique francophone, enfin, l'Afrique française n'ont que le français comme langue. Donc, il faudrait que l'histoire du Cameroun soit bien enseignée, parce qu'elle est très mal enseignée, ou pas du tout, dans les écoles aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire sont des négationnistes. Et il y a même des intellectuels qui encouragent cela, parce que ce n'est pas certains intellectuels qui ont commencé une négation du problème anglophone. Bon, après, en fait, je rappelle, je voulais demander à votre invité, à M. Mouna, quelle est la stratégie qu'il pense mettre sur pied, parce qu'on sait que les élections approchent. Et au vu de ce que nous avons vu et entendu lors des élections passées, surtout présidentielles, le RDPT est une très grosse machine. Nous, par moment, nous l'avons appelé le parti État. Parce qu'à l'approche de ces échéances-là, tous les moyens de l'État sont à la disposition du candidat du RDPT. Est-ce que, contrairement aux autres échéances électorales présidentielles, vous ne pensez pas qu'il faille réfléchir collectivement avec les autres candidats pour mettre sur pied une stratégie? Sinon, vous allez subir ce que l'opposition a subi par le passé. Merci.
Merci, monsieur Bébé Mangabel. Je crois Monsieur Mangabel, vraiment, je dois d'abord, en disant votre fait, vous féliciter pour votre sens de patriotisme. Vous posez là, vous parlez un Camerounais qui aime son pays, qui veut que les gens comprennent comment on peut faire pour avancer. Moi, je peux vous dire pour ma part que vous avez dit que le RDPC est un parti-État. Moi, je vous dis, le RDPC est un État qui va partir. Et le RDPC est un État qui va partir. Il va partir. C'est pas un parti-État. Oui, mais il va partir. Et puis, je vous dis ceci. Je suis conscient de l'échec du passé. Et c'est ça qui informe ce que je veux faire dans l'avenir. Et je ferai tout ce qu'il faudrait pour qu'on s'entende. Entre nous, nous comprenons que ce qui est en jeu là, c'est notre pays, c'est pas notre survie. Jules, j'ai 40 ans de métier, je suis assez introduit à l'international pour pouvoir vivre où je veux aisément. Et je pense que ce n'est pas aimer mon pays de rester conforté dans ce qui m'arrange. Donc le combat que je suis en train de mener, c'est un combat qui, n'est-ce pas, ne me met pas à l'aise, parce que je vois des gens que ça trouble, mais ça ne va pas m'arrêter. Je vais donc le faire avec des gens comme M. Mangabel, que je comprends, il parle de l'histoire, il a même expliqué ce problème de deux territoires plus éloquents que moi. Je pense qu'il veut même écrire un livre. Mais voilà, les problèmes, il a bien expliqué. Et le second, je suis d'accord avec lui, et je veux lui l'assurer que je fais tout ce qui est de mon droit pour pouvoir faire avec les autres. Vous voyez, il faut aussi comprendre que bon, quelqu'un comme Joshua aussi, qui est d'un grand parti, vient de commencer, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps, qui a été désigné. Donc il faudrait que, j'appelle qu'on est tous dans des camps d'entraînement. Vous allez voir, le moment venu, l'équipe va sortir. Donc, que les Camerounais... Le moment venu, ce sera quand? Nous sommes à quelques mois là, de l'élection, au cas où le calendrier électoral... C'est à quelle date l'élection? C'est au mois d'octobre, au cas où le calendrier électoral est respecté. Au mois d'octobre, à quelle date? Vous devez être prêt. À quelle date? Au mois d'octobre déjà. Avec quelle date? Qu'est-ce que vous voulez? Je suppose que cette cacherie de date participe d'une stratégie. Laissez les autres aussi avoir une stratégie. On ne sait pas quand est la date, mais on va savoir qui vont être les candidats. Vous ne savez même pas si le président est candidat. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le piège dans lequel tombent très souvent les candidats de l'opposition? Quel piège? Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de visibilité sur le calendrier électoral et tout de suite ils sont surpris. Ah ben écoutez, surpris, moi quand j'ai vu les chiffres, je savais qu'il n'y aurait pas de législative, hein, je pense qu'il y a un calcul à faire. Mais il y aura quand même la présidentielle cette année. Ah ben écoute, c'est une obligation constitutionnelle, on sait qu'il va y avoir. Mais le problème est que vous avez... Mais seulement vous prenez du temps pour mettre ensemble, pour mettre sur pied une stratégie commune. Pour être ensemble, c'est pour désigner comment on va les compétir. Quand je vais sur le terrain, je demande aux Camerounais d'aller s'inscrire et de voter, je suis dans le vote. Je ne demande pas quand vous voterez pour moi. Je dis, allez vous inscrire, allez voter. C'est tout ce qu'on fait. On demande, on mobilise, c'est ce que fait Libye, c'est ce que fait Joshua, c'est ce que fait professeur Kanto. On demande aux gens d'aller s'inscrire. Le moment venu, on leur dira comment il faut voter. Qu'on nous laisse aussi pour faire notre stratégie. On ne peut pas nous forcer, d'ores et déjà. Moi, je ne suis même pas candidat certifié. Voilà toute la fugue que j'attire. Qu'on attende, hein. Qu'on attend. Peut-être quand je vais déclarer, on me fusille, qu'est-ce que moi j'en sais. Bon, mais voilà. Donc, je pense que c'est... Je comprends l'anxiété des Camerounais. Et je leur dis que ça va se faire dans l'intérêt du pays. Ça va se faire dans l'intérêt du pays, comme on le sait dans le passé, vous étiez pratiquement opposé à une candidature face à Paul Biya, une candidature pour l'élection présidentielle. Écoute, qu'est-ce qui explique ce on m'a renvoyé cette phrase plusieurs fois que j'ai exprimée dans un contexte particulier. Et je pense que la chose qui va la plus vite, c'est un pays des changements et des conditions de changement. Quand j'ai fait cette phrase à l'époque, moi je ne pensais pas que
les conditions politiques étaient réunies pour que je puisse voir ce que je pouvais apporter de différent. Maintenant, je suis dans un esprit complètement différent. J'ai fait 5 ans dans le mécanisme africain d'évaluation de les pairs. J'ai évalué des pays sinistrés comme la Sierra Leone, dans la Tanzanie, l'Éthiopie. Je sais que c'est la gouvernance, je sais que se font des élections. J'ai vu en Sierra Leone des gens qui étaient, avaient des bras coupés, des jambes coupées à cause du fait de la division et de la guerre civile. J'ai vu un pays progresser de façon extraordinaire comme le Rwanda par une politique qui est menée. J'ai vu ce qui se passe en Éthiopie. Bon, alors j'ai vu le Ghana, donc, et j'ai dit, mais pourquoi pas mon pays? Il y a des choses que je connais, pourquoi est-ce que vous ne mettrez pas ça au bénéfice de mon pays? Et c'est ça qui me pousse. Vous savez, Donald Trump, il y a quelques mois, sur les antennes internationales, a correctement insulté le chef de la Corée. Correctement, en se moquant même de sa taille. Écoute, Donald Trump, il y a 2 jours. Oh, mais c'est extraordinaire, ce monsieur intelligent, il aime son pays. Vous savez, s'il vous plaît. Je pense que des phrases. J'ai même écouté des discours de ministre Issa Chiloma, n'est-ce pas, quand il parlait du fait que les chefs du pays devaient être portés par M. Biya. Quand je l'entends aujourd'hui, ça me fait rire. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se garde, n'est-ce pas, des Camerounais hier qui disaient jamais le multipartisme au Cameroun, et tout ça, qui ont marché contre. Mais est-ce que là, vous n'avez pas trahi un peu le président Paul Biya, que vous avez souvent présenté un peu comme votre papa aussi? Écoute. Comme un père. Comme un père, c'est parce que c'est quelqu'un qui a cheminé avec mon père, c'est une famille que je connais comme la mienne. J'ai déjà, qu'est-ce que vous parlez vraiment de relation avec ma soeur? Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse de... Je ne sais pas si dans votre ami, vous n'avez pas d'amis d'autres obédiences. Vous en avez, j'ai des amis musulmans, j'en ai plein, même des RDPC. Mais ça ne veut rien dire. Je pense que je reste libre de mes opinions. C'est comme quand vous parlez... ceux qui parlent de coalition aujourd'hui, ils savent que nous avons des langages qui ne sont pas semblables. Et je pense que dans l'intérêt de ces intérêts, on se met ensemble. C'est ça même l'esprit dynamique de la démocratie. Pouvoir discuter pour avancer. Alors, en 2008, dans une interview accordée à Jeune Afrique, vous déclarez « Si une voie m'est ouverte, je ne m'interdirai pas de servir mon pays ». Elle est désormais ouverte, cette voie? Oh, grandement ouverte. Grandement ouverte. Alors, est-ce que le seul endroit pour vous de servir votre pays, le Cameroun, c'est à la présidence de la République? Écoute, moi j'ai servi le pays. Je vous ai dit, comme citoyen, j'ai milité pour la lutte contre la corruption. J'étais à toutes les instances internationales pour ça. Ici au Cameroun, j'étais au comité ad hoc, j'étais dans le comité contre la fraude fiscale, j'étais dans le comité qui révisait le code de procédure pénale, j'étais partout, j'ai aidé dans la rédaction des documents, j'étais au niveau de l'Union africaine, j'ai aidé pour rédiger la convention de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, j'étais un des techniciens qui ont travaillé là-bas, j'en viens dernièrement pour faire un discours à l'Assemblée générale, je suis encore invité au sommet des chefs d'État en Mauritanie le 1er et 2 juillet pour faire un discours devant les chefs d'État sur la corruption. Je contribue, je le fais internationalement, régionalement et nationalement. Je le fais. Alors, je dis que le Cameroun a un problème de gouvernance. J'ai passé 22 ans de ma vie dans les histoires de gouvernance. Je dis, à ce niveau-là, il faut une mutation systémique, il faut mettre en place un système transparent, il faut revoir nos institutions, et là-dessus, j'ai une certaine expertise que j'offre. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ce n'est pas avec... Écoute, j'ai servi à plusieurs endroits. J'aurais pu servir même au gouvernement si je le voulais. Je n'ai pas voulu. Donc je pense que bon, et ça ramène aux gens qui pensent que la seule façon de servir le pays, c'est d'être dans le pouvoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Parlant justement de ce pouvoir, votre papa a été tour à tour Premier ministre puis président de l'Assemblée. Aussi vice-président de la République. Voilà. Votre sœur cadette, ministre. Oui, exact. Et vous voulez être président de la République. Écoute, c'est un Camerounais. Voilà, la famille Mouna étant attirée par le pouvoir. C'est pas attiré par le pouvoir. Moi, vous savez, j'ai grandi dans une maison avec un papa qui avait des inspirations pour le peuple qu'il servait. C'est ça mon inspiration. Si je regarde votre fils, vous avez un fils ou votre fille, vous êtes beaucoup tous les matins. Je pense que des fois, vous le retrouvez à la maison avec un micro, en train de faire comme son père, ou bien en train de faire la même chose.
n'est-ce pas, j'ai vu à la télé l'autre jour, quel footballeur, son fils faisait la même chose. Non, je pense qu'il ne faudrait pas que... seulement la seule différence est que je ne le fais pas parce que mon père m'y a amené, je le fais par mon travail. Tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est pas parce que mon père m'a tenu la main, c'est parce que j'ai travaillé pour mériter ce que je fais. Et je dis ça à tous les Camerounais, la chose qui paye, c'est le travail. Et c'est ça le rythme dans mon pays. Même ceux qui travaillent n'avancent pas. Mais il faudrait que ça change. Que ceux qui travaillent puissent avancer. Pas que les médiocres viennent passer avec les 4x4 en nous mettant de l'eau sur nos habits, qu'on doit aller bagarrer pour trouver le savon pour laver. C'est n'importe quoi. On a un pays où c'est la queue qui bouge le chien. Il faudrait que les Camerounais sachent que la seule chose qui paye, c'est le travail. Et ce pays va changer. Au téléphone, on a Abdoulaye qui revient. Abdoulaye, bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Je profite pour dire bonne fête à tous les musulmans. J'ai cru que comme je m'exprimais en français, j'étais précis. Et que le président trouve que j'étais un lien philosophique. Je vais faire un effort maintenant de bien être précis pour qu'il réponde à mes questions. Peut-être si vous parlez en anglais, ça serait mieux pour moi. Je ne sais pas parler en anglais. Mais voilà donc. Je parle en français que je dois comprendre. Mais voilà. Mais moi, écoutez, moi je suis anglophone de formation. Si vous voulez m'aider, comme un autre Camerounais, vous parlez en anglais. En tout cas, allez-y, Abdoulaye. Allez-y. Sinon, les Camerounais, je constate, vous êtes des Camerounais qui veulent être bilingues, c'est bien. Allez, Abdoulaye, allez-y, posez votre question. Comme ça, on va avancer. Président a indexé certains médias. Donc, il a stigmatisé en disant que je suis certaines télévisions. Ma question donc pour lui qui veut être président du Cameroun, la première question, est-ce que s'il est président, il est prêt d'accepter toutes les voix? Ou bien il veut seulement avoir des médias qui chantent ses voix? Ça c'est la première préoccupation. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai noté la question. Est-ce que vous êtes prêt? La dernière, s'il vous plaît, je termine. Allez-y, Abdoulaye. Voilà. La dernière préoccupation, j'ai entendu et j'ai lu dans des micros qu'il est en train de rassembler, ou bien qu'il a rassemblé des éléments de preuve pour saisir la CPI contre le président en exercice, donc M. Biya, qui, pour lui, dans les cris du Nord et du Sud-Ouest, l'armée camerounaise a cru, du moins, a causé des actes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Est-ce que cela est vrai? Maintenant, s'il est président et qu'il y a une rébellion comme celle qui se passe dans le Nord et le Sud-Ouest, s'il est président, va-t-il seulement laver les bras et laisser ces gens prendre du pays, ou bien il croit qu'en tant que président et ayant prêté serment, il doit défendre l'intégrité et la souveraineté du Cameroun? Je vous remercie. Monsieur, Voilà, merci Abdoulaye. Allô, avant qu'il ne parle. Oui, président. Oui, s'il vous plaît, monsieur Abdoulaye. Est-ce que vous reconnaissez au moins le fait que vous n'avez pas pu rencontrer l'ambassadeur des États-Unis le 27? En tout cas, vous avez dit. Je vous repose la question. Est-ce que vous reconnaissez au moins que je n'aurais pas pu le rencontrer à Yaoundé le 27? Abdoulaye? Allô? Non, je crois qu'il a un souci avec son téléphone, certainement. Oui, justement, parce que c'est ça aussi, n'est-ce pas? Quand on colporte que je sois courtois, des histoires comme ça, il faudrait quand même assumer un intellectuel, je pense qu'il l'est, pour dire que là, je me suis trompé. Parce que le 27, cet ambassadeur n'était pas là, donc je n'ai pas pu être avec lui dans son ambassade. J'écoute les questions qu'il pose. La première, je n'avais pas entendu, vous avez noté. Est-ce que vous êtes prêt à écouter d'autres voix? Parce que vous semblez tirer un peu sur certains médias en répondant à sa question tout à l'heure. Je n'ai pas tiré sur certains médias. Lui m'avance des faits qui sont complètement fausses. Donc il y a un média qui aurait porté cette information. Je présume que c'est là qu'il a eu cette information, qu'il a donc présenté au public comme étant une vérité. Je lui démontre que la date qu'il donne, non seulement l'ambassadeur n'était pas au Cameroun, donc je n'ai pas pu le rencontrer.
Moi, j'étais encore en voyage. Donc voilà, s'il vous plaît, je pense que la moindre des choses, c'est ce que quand vous entendez, vérifiez vous-même si c'est possible ou non. Pas de le déverser comme ça, comme une vérité. Parce que, bon, s'il le dit quelque part, les gens vont l'écouter. Si c'est un responsable, ils vont prendre ça comme vérité. J'espère que dans son cas, là où il ira, il dit qu'on m'a dit ça, c'était pas vrai. Passons. Donc, moi, j'ai dit ça au départ. Je n'ai pas pris de parti politique jusque-là, parce que je suis en train de parler à tout le monde. Je me présente comme quelqu'un de non partisan, comme un Camerounais qui veut que le pays avance. Aussi simple que ça. La deuxième question sur les éléments de preuve par rapport à la CPI. Moi, ceux qui m'écoutent, la première chose que j'ai entendu l'Assemblée de preuve pour qu'on amène le président à la CPI. Moi, la première chose que j'ai dit quand j'ai présenté ma candidature, c'est ce qu'il est ridicule de penser qu'on peut plus postuler le président pour quoi que ce soit. Je dis, et je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc vraiment, s'il m'écoute, il va le savoir. Je ne suis pas le patron de la CPI. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule depuis 3 jours, avec une jeune fille qui est traînée dans le monde. Vous avez vu ça? Tout à fait. Je ne sais pas si M. Abdoulaye pense que ça mort ou quand même. C'est vu partout dans le monde. Les gens m'appellent pour me demander si c'est authentique cette vidéo. Et on voit une dame traîner dans la boue. On lui demande de mettre ses seins dans la boue. Et il le dispute pour savoir s'il faut, n'est-ce pas, mettre, engager l'âme ou non. Le fait est là. On a quasiment 170 000 Camerounais de déplacés internes. On a 50 000 réfugiés au Nigeria maintenant. On a sa voisine déjà les 40 à 50 000 enfants qui ne vont pas à l'école. On a presque 50 villages de brûlés, ou qui que ce soit. Je ne sais pas s'ils pensent que ça, c'est pas un problème qui mérite d'être discuté. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que dans notre pays, tous les problèmes c'est un clou, et la seule solution c'est un marteau. Ça ne marche pas comme ça. On a fait ça pendant 2 ans, ça n'a rien donné. Il faut réfléchir différemment. Et si vous êtes président, face à la rébellion, vous allez croiser les bras? Ça, c'est la 3e question d'Abdoulaye. On va écouter, vous savez, Ernest Ouandi est héros national aujourd'hui. Celui qu'on avait appelé grand rebelle il y a plusieurs années. Je pense qu'il faut mesurer le langage. Quand vous dites ça, dans un village où les gens sont déplacés, ils sont dans la forêt pour habiter, menacés par des extrémistes d'un côté et menacés par l'armée de l'autre, vous les dites qu'ils sont en rébellion, les gars ne cherchent qu'à vivre. J'étais à Kembong, j'ai parlé avec l'évêque qui m'explique la condition de ces gens-là. S'ils vous entendent les appeler des rebelles parce qu'ils sont en train de vouloir survivre et vivre, c'est pas gentil. Je pense qu'il faut cerner les choses, il faut voir qui fait quoi et que les gens deviennent responsables. Est-ce que c'est pour autant qu'il fallait prendre une jeune fille à traîner dans la boue sur presque 100 mètres? Mais quand même. Alors, on va prendre une réaction au téléphone avant la première halte de cette émission. On a Denis Omba qui nous appelle. Bonjour. Bonjour Jules. Oui, Denis, éloignez-vous de votre récepteur, je vous en prie. Je le fais tout de suite. Ou alors vous baissez le volume. Je pense que c'est mieux. Allez-y, ça va mieux. Bon, maître Karimona, bonjour. Bonjour Adélie. Alors, je voudrais vous poser 2 questions. J'espère que je ne me trompe pas. Je voudrais me rassurer auprès de vous-même. Vous avez donné une récente conférence de presse il y a quelques jours pour clarifier, pour donner votre version des faits sur le procès qui vous oppose à votre sœur, l'ancien ministre de la Culture, Mme Mamadou Toumouna. C'est hier. Vous avez affirmé avoir donné un peu plus, à peu près 60 millions pour l'expédier en prison après qu'une enquête ait démontré qu'elle a détourné de l'argent au ministère de la Culture. Est-ce que cette information est vraie? Je n'ai pas dit cela. En tout cas, je vais vous expliquer par la suite. D'accord, allez-y Denis. La deuxième question, c'est qu'au cours de cette même conférence de presse, vous avez dit que vous en voulez au ministre, l'actuel ministre d'État, ministre garde des Sceaux, Laurent Esso, qui serait l'auteur ou alors qui serait à la manœuvre de cette guerre qui existe désormais entre vous et votre sœur ministre, avec comme volonté ou avec comme objectif de disqualifier votre candidature à la prochaine présidentielle. Est-ce que cette information, vous la confirmez aussi? Ah non. Ma troisième et dernière question, Maître Karimona, on vous a également attribué une certaine proximité avec le régime. Vous le dites sans vous cacher.
Merci Denis, merci pour vos questions. Je vais commencer par la dernière question. Allez-y. Assez étrange. Je m'appelle Akere Mouna avec mon parcours. Et jusqu'à la pause du Cameroun, je suis un Camerounais investi de tous les droits. Et ici, il faudrait que un Camerounais me juge par qui était mon père, je trouve ça assez surprenant. Peut-être lui, il a eu la chance de choisir la famille dans laquelle il était né. Bon, c'est sa chance. Je n'ai pas eu cette chance-là de choisir la mienne. Donc je suis né dans la famille dans laquelle je suis né. Je pense que comme personne indépendante, j'ai fait mes preuves. Chacun de son côté, ma soeur a fait ses choix, Bernard a fait ses choix, et tous les autres frères ont fait leurs choix. Et j'espère que les Camerounais objectifs vont me juger sur les mérites que j'ai, et pas pour le fait que j'étais le fils de qui que ce soit. Mais ceux qui font cet amalgame, je comprends. Parce qu'on est dans un système où le népotisme atteint un niveau où on est à l'ENAM parce qu'on est le fils d'eux, on est au CUS parce qu'on est le fils d'eux, on est promu, préfet au sous-préfet parce qu'on est le fils d'eux. Je comprends ça, c'est amalgame, mais ce n'est pas mon cas, désolé. Donc, je travaille comme Camerounais, et j'entends servir les Camerounais, et je suis Akere Mouna et fier de l'être. Je ne pense pas que je puisse commencer à faire... Donc ce problème de proximité avec le pouvoir... Avec proximité avec le pouvoir, c'est ce qu'on appelle proximité avec le pouvoir. Il y a des gens qui ont servi dans le gouvernement, qui se trouvent dans l'opposition, et il y en a plein d'oppositions qui étaient dans le gouvernement. Il y a le président lui-même était dans le gouvernement d'Aïdjo. Mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais été dans un gouvernement que ce soit. Alors, c'est proximité. J'ai été dans un proximité pour le régime, c'est quoi cela? J'étais un avocat et je travaille pour l'État. Et j'ai eu un dossier où j'ai sauvé la vente de l'ambassade du Cameroun à Londres. Et on me dit que bon, je ne devais pas le faire parce que c'est le régime. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est parce qu'on a confondu l'État avec un parti politique. Je pense qu'il est important pour les Camerounais de savoir que c'est pour ça la première chose, il faudra dépolitiser la fonction publique. Ce n'est pas parce qu'on travaille à la fonction publique qu'on est forcément dans le parti politique au pouvoir, dans la partie politique au pouvoir. Il faut qu'on s'efforce à le faire. Je comprends aussi dans ma gamme, servir le régime, qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis un avocat, si je suis constitué par l'État, je vais le faire. Donc s'il vous plaît, c'est aussi simple que ça, je fais le travail d'avocat, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi. Alors, juger par exemple le professeur Maurice Kamto, un brillant avocat, un professeur, par qui il est en train de défendre, c'est n'importe quoi. Il fait son métier. C'est le choix des clients, c'est le sien. Mais moi, servir le Cameroun, s'il vous plaît, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et si on m'appelle de vous construire pour le compte de l'État, dans une affaire où je me trouve ridicule, je le ferai aussi simple que ça. D'accord. Il y avait d'autres questions de Denis Ongba. La première, c'était sur cette affaire de 60 millions. Écoute, hier dans l'interview, parce qu'on disait c'était en confrontation, j'ai dit non, il n'y a pas de problème avec ma soeur. Quand elle est partie de son ministère, il y avait une audite qui avait été demandée par le ministre de la Culture actuel à la présidence. On a lancé une audite. Parmi dedans, il y avait un problème de manquant je crois dans les caisses d'avance et tout, qu'il fallait rembourser. J'ai concrétisé ce remboursement, j'ai fait verser l'argent directement au trésor public. C'est ce que je fais. Je n'ai pas dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas de joie à apporter, j'ai intervenu comme membre de la famille pour aider à résoudre ce problème. Donc, je ne sais pas de qui il parle. Le problème, c'est il dit que j'aurais dit que le président Esso serait l'auteur. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ceci. Je suis candidat à la présidence de la République. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est en campagne pour un autre candidat. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dit que lui, il est une institution dans une réunion publique. Le ministre garde des Sceaux rencontre mon frère Bernard au palais de congrès, et il dit ceci: Bernard, avant mon ami, aujourd'hui mon ennemi. Je suis dans un procès où le magistrat, en 2 semaines, la date où je suis visé moi-même, rend une décision en violation de la loi et contrairement aux faits prouvés et avérés. Au milieu du procès, il suspend pour dire qu'il va aller faire ses besoins. On me dit au greffe qu'il était parti téléphoner. Et ce procès
vient 16 ans après les faits. Je demande quand on veut tirer les conclusions. Voilà, magique attitude, la palabre intellectuelle. Tout de suite, nous prenons la première halte. Find the winning combination this Friday and win the bundle of 18 million transfer fee. PMC, un jour, vous aussi, vous allez gagner gros. Find the winning combination of 22 plus 45 this Friday and win the banco of 30 million francs CFA. PMC, un jour.